Beaucoup de Béninois avaient espoir avec les affaires d'Aïvor, avec les affaires ICC. Et tout cela, c'était avant 2016. Et les Béninois se disaient que voilà, le nouveau président, il allait, avec ses réformes sur le judiciaire et autres, il allait installer, n'est-ce pas, un nouveau service judiciaire. Que le judiciaire au Bénin allait s'étoffer, et puis il y a eu les concours, il y a eu ceci, il y a cela. Donc il y a eu beaucoup de choses qui laissaient penser que notre justice allait prendre des muscles, allait prendre des couleurs. Mais hélas, après cette année, la justice au Bénin a foutu le camp. Évidemment, ce n'est pas tous les juges, ce ne sont pas tous les avocats, ce ne sont pas tous les auxiliaires de justice, mais une grande frange de la justice. Et regardez-moi bien, les magistrats surtout, nous avons honte parfois justement d'aller devant certains magistrats. Heureusement, ils ne sont pas tous pareils, mais la justice a pris un grand coup de la corruption, une justice corrompue, et je ne dirais pas plus. Mais une justice où on n'est pas sûr, n'est-ce pas, des décisions qui sont rendues. Je ne dirais même pas la justice politique. Tout le monde a vu ce que ça a donné, cette justice politique, où il y a eu beaucoup de monde qui sont partis en exil, alors que notre Constitution le dit. Nul ne sera forcé à l'exil. Alors la justice qui amène beaucoup de gens à l'exil, on vous dira non, qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Alors, voilà cette justice-là, justice politique, qui est franchement à l'antipode de ce qu'elle devait être, pays des droits de l'homme, avec une expérience de 30 ans, et voilà ce que ça donne. Alors, la justice constitutionnelle, évidemment, pendant, je ne sais pas si elle a pris des couleurs, mais pendant longtemps, nous avons honte de cette justice-là, puisque avant 2016 et même au début, jusqu'en 2018, vous avez une justice constitutionnelle qui était enviée, n'est-ce pas, partout, au Bénin, en France, je dirais en Afrique. Tout le monde regardait de très près la justice constitutionnelle. Aujourd'hui, force est de voir que cette justice a perdu complètement sa crédibilité. La justice... même nos tribunaux de droit commun. Vous voyez, là également, on ne sait pas, il y a des créations tous azimuts sous prétexte, n'est-ce pas, de réforme de l'institution judiciaire. On crée à tout va, des juridictions et qui se présentent comme un cheveu sur la soupe. Et je le dis souvent, lorsque vous voyez les pays anglophones, vous ne verrez jamais cette création de justice à tout va. Justice, je ne sais pas, criette par-ci, justice foncière, une institution foncière nouvelle. Et on verra bien. Mais d'ores et déjà, moi, je suis très réservé sur cette justice-là. Parce que lorsque je vois d'abord ce qu'on a mis à la tête de cette justice-là, j'ai peur. Je me dis, ce n'est pas la peine. C'est vrai que le foncier a des problèmes au Bénin. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'il faut prendre des problèmes fonciers? Je crois que non. Je crois qu'il va peut-être chercher à aller vers la médiation de la justice. Et plutôt que de vouloir créer, n'est-ce pas, une nouvelle juridiction, une nouvelle institution judiciaire qui va s'occuper uniquement du foncier. Ce sont justement des exemples qui montrent justement qu'on veut peut-être bien faire, mais à l'arrivée, voilà, notre justice, qui était peut-être pas encore une montagne, mais aujourd'hui nous voyons qu'elle accouche de petites souris, et parfois même mortes-nées. Cette montagne justice au Bénin, n'est-ce pas, n'est pas crédible. On est déçu en tant qu'avocat et même en tant que citoyen de cette justice-là. Pourtant, on pensait que les choses allaient mieux se passer. Mais évidemment, lorsque je me rappelle du débat qu'il y a eu entre
avant la présidentielle de 2016, je me rappelle de ce débat. Bon, évidemment, on voit déjà que certaines bases ont été jetées. Le débat, justement, entre l'ancien Premier ministre et l'actuel président Bénin, vous savez, ce débat, ce fameux débat, où on disait l'un disait à l'autre, évidemment, vous avez beaucoup de décisions, vous êtes en justice partout, vous êtes cité partout en justice. Et l'autre dit, je gagne toujours mes décisions, je gagne toujours en justice. Alors, vous voyez, c'est déjà la base, je gagne toujours. Effectivement, pendant les 7 années, nous avons vu ceux qui gagnent toujours la justice doit être impartiale. Elle ne l'est pas dans certains domaines. Oui, lorsque, évidemment, il y a peut-être des affaires qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec certains, bon, le juge est peut-être libre. Mais il y a d'autres décisions où les juges sont obligés, n'est-ce pas, d'aller dans tel ou dans tel sens. Et ça, c'est dommage. Le Conseil supérieur de la magistrature est un conseil plus politique que juridictionnel ou juridique. Alors, il faudrait quand même que la politique, n'est-ce pas, cède un peu la place, n'est-ce pas, à la toge. C'est pour la toge, le Conseil supérieur de la magistrature. Mais maintenant, je pense que les armes, n'est-ce pas, cèdent à la toge. Et ça, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'affaire d'abord des magistrats. Et à l'intérieur, justement, il faut que ce soit les magistrats eux-mêmes, n'est-ce pas, qui soient leur arbitre, leur propre arbitre. Mais lorsque vous emmenez des politiciens ou des amis de la politique, vous comprenez que vous emmenez la justice là où vous voulez. Or, nous avons besoin d'une justice crédible, d'une justice qui soit à la fois pour les citoyens. Regardez par exemple la suppression je laisse tomber déjà le Conseil supérieur de la magistrature, la suppression de la Cour d'assises. Évidemment, lorsque la Cour d'assises est supprimée, vous comprenez qu'on peut faire dire à la justice tout ce qu'on veut. Bon, c'est vrai, on dit que c'est des magistrats qui sont professionnels, on a professionnalisé la Cour d'assises, mais est-ce que c'est la peine, ça? Vous imaginez, vous allez dans tous les pays du monde, le jury, n'est-ce pas, le jury de la Cour d'assises est quelque chose, n'est-ce pas, qui est pérenne. C'est une institution, le jury. Et nous aussi, nous avions, n'est-ce pas, aux assises, le jury qui juge au nom du peuple béninois. Maintenant, est-ce qu'on juge réellement aujourd'hui au nom du peuple béninois? Ou bien on juge au nom, n'est-ce pas, de l'exécutif? Ce n'est pas, on ne devait pas aller dans ce sens. Nous devons aller dans une justice, je dirais, normale, une justice où chacun a son compte. Piètre image, oui, on peut penser, si on est vraiment de bonne foi, on peut penser que c'est une piètre image qu'il a de la justice, mais je ne crois pas qu'il lui-même, il a eu cette piètre image de la justice. Oui, c'est vrai, pour la campagne, c'est bien de dire Daïvo. Pour la campagne, c'est bien de dire ICC. Bon, mais après cela, après la campagne, alors que sont devenus ces dossiers? Bon, ICC, bon voilà, on dit voilà, quand je serai là, vous aurez tous dédommagé, etc. Bon, on a vu ce que ça a donné. Encore une souris. Et qu'est-ce que l'affaire Daïvo a donné? Rien. Alors, et puis, celui qui est à la tête de l'État, lui qui dit que je gagne toujours mes décisions, je les gagne toujours. Alors, vous imaginez dans quel pétrin nous sommes fourrés avec la justice béninoise. Non, pas du tout. Un État voyou, je ne crois pas que ces deux mots même, on pourra les mettre ensemble. Mais de toute façon, l'État, c'est l'État. Donc dire que l'État voyou, bon, ça dirige. Quand c'est les autres qui gouvernent, oui, l'État est voyou. Mais quand soi-même, on dirige, l'État est devenu un État, je ne sais pas, un État très sérieux, un État compétitif, un État que tout le monde admire. C'est ça, je ne crois pas.
Je crois que l'État voyou en matière, en tout cas judiciaire, l'État est devenu encore beaucoup plus voyou que ce qu'il était auparavant. Et je vous parle des affaires, par exemple, d'Aïvor. L'affaire d'Aïvor, nous voyons où est-ce que cela aboutit. Ce n'était pas une campagne, c'était quelque chose pour faire la campagne. On a mené des micros, n'est-ce pas, à la cour d'assises à l'époque. Au moins, la cour d'assises existait encore. On a mené des micros, etc. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne voit plus des micros. Et puis, enfin, sauf là-bas, ICC, où on voulait politiser. Après ça, on n'a plus de micros dans les juridictions. Et puis, on ne sait pas ce que ça devient. Bon, là où on voudrait bien que ça soit médiatisé, on ne l'a pas. Alors, donc, c'est pour vous dire que tout cela, n'est-ce pas, fait qu'on est gêné, l'avocat que je suis, est gêné, n'est-ce pas, par la justice que nous avons aujourd'hui. Peut beaucoup mieux faire, cette justice-là. Le symbole, encore une fois, c'est le départ de l'ancien ministre de la Justice et des droits de l'homme, et qui est parti, je dirais, sur les bouts de pied. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il parle de cette façon. Alors, est-ce que c'est la ronde du Caïman qui est la ronde du lézard? On aura du mal à nous dire ce qui s'est passé. Mais évidemment, nous savions effectivement, par les rumeurs, que beaucoup de choses se passaient de façon injuste dans ce pays. Et inutile de vous donner des exemples. Mais le fait qu'un homme Sévérin, qui représentait la justice, a été, je dirais, démis, n'est-ce pas, de cette façon, il y a des questions qui se posent. Heureusement d'ailleurs, heureusement que cela a été fait. Un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Mais cela montre justement tout ce qu'il y avait. S'il pouvait parler, ou bien si ses proches pouvaient parler, je crois qu'on vous diront beaucoup de choses qui ne sont pas des choses très bonnes pour le Bénin, pour la justice béninoise. Donc, État voyou, ben voilà, la conclusion est là. Il faut la tirer. C'est bien facile de dire aux autres État voyou, mais soi-même, il va falloir que nous-mêmes on se regarde et qu'on se critique. L'autocritique, c'est mieux que la critique. Nous disaient les révolutionnaires en temps, les Marxistes nous disaient que c'est l'autocritique d'abord, la critique des autres après, mais l'autocritique. Alors donc, État voyou, je crois que c'est beaucoup plus aujourd'hui un État voyou qu'il ne l'était avant 2016. C'est dommage parce que d'abord, un avocat, je crois qu'un avocat, si on prend un avocat justement pour lui confier la justice, je crois qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Parce que les avocats de par le monde ont montré toujours qu'ils sont pour la défense, n'est-ce pas, des droits, et non pour la défense des plus forts. On dit toujours la veuve et l'orphelin. L'avocat, c'est l'avocat qui défend la veuve et l'orphelin. Donc l'avocat est mieux placé justement pour défendre la justice également. Alors, si nous avons des avocats qui sont incapables, n'est-ce pas, de défendre la justice, de tout faire pour que nous ayons une justice équitable, une justice des droits de l'homme, une justice où, en face de l'État, l'individu qui n'a pas de moyens puisse, n'est-ce pas, résister à l'État. C'est ça les droits de l'homme. Malheureusement, nous avions une justice, n'est-ce pas, qui était plutôt au service de l'État. Les droits de l'homme, alors là, en prennent un grand coup. Et dire aujourd'hui que le Bénin est une démocratie, est un État des droits de l'homme, je crois qu'il faut réfléchir à plusieurs fois avant de le dire. Ne serait-ce que nos compatriotes qui sont en détention aujourd'hui. Et on a vu dans quelles conditions ils ont été condamnés. Où sont les droits de l'homme? Évidemment, ceux qui sont les défenseurs zélés de l'État vous diront « Ah oui, c'est parce qu'ils ont commis, n'est-ce pas, des exactions, ils ont commis des infractions, ils ont été jugés. » Voilà ce qu'on vous dit, ils ont été jugés. Alors, sans des jugements, ce qui s'est passé à la Criette, quand je prends le cas Aïvo ou le cas
Madougou, et d'autres, qui ont été jugés dans ces conditions-là, ou certains qui sont partis en exil et qu'on a jugé par contumace. Tous ces exemples montrent que la justice béninoise, n'est-ce pas, obéit seulement à l'exécutif. Or, la séparation des pouvoirs, comme les anciens nous l'ont dit, ils ont enseigné, Montesquieu et autres, tous ceux-là qui ont enseigné justement les droits de l'homme, je crois que si on leur dit que le Bénin est un État démocratique, le Bénin est un État où les droits de l'homme s'appliquent, je crois qu'ils vont peut-être se retourner dans leur tombe. Et même s'il y a Kérékou, il n'y a pas longtemps, Kérékou est parti. Si on lui montre aujourd'hui l'état du Bénin, je crois que tous ceux qui ont été à la conférence nationale, qui ont été les promoteurs et qui sont morts, comme notre cher et regretté Thévo Edjere, tous ces gens, même les gens comme Détchenou, qui étaient à la conférence nationale, qui sont tous partis, si on leur montre aujourd'hui l'état du Bénin, je crois qu'ils vont se retrouver dans leur tombe. Même ceux qui, n'est-ce pas, ont milité pour que l'actuel régime soit en place. Donc, vous voyez, c'est cela. Nous nous éloignons beaucoup plus de l'état de droit. Nous nous éloignons beaucoup plus, n'est-ce pas, des droits de l'homme. C'est cela. Donc, un État voyou, oui. Un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est un État voyou. Et nous sommes dans le cas aujourd'hui. Les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés au Bénin. Le chef de l'État choisit ses proches, ceux en qui il a confiance. C'était ça, me semble-t-il, les deux premiers qui étaient ses avocats, sa garde rapprochée en matière de droit. Peut-être ses conseillers, des gens qui lui, peut-être quand il était dans l'opposition, ceux qui le conseillaient, ceux qui ont rédigé son projet. Bon, tout cela, c'est des gens qui étaient proches. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait confiance en ceux-là et qu'il les ait pris. Très bien. Mais lorsque... c'est des avocats. C'est des avocats. Et je crois que le rôle de l'avocat, ce n'est pas d'être un béni oui-oui. Le faire dans la plaie, c'est comme les journalistes. L'avocat porte aussi le faire dans la plaie. Et donc l'avocat, lorsqu'on vous prend comme avocat, ce n'est pas pour être un béni oui-oui ou un mouton bêlant. Et j'ai peur que les deux premiers, n'est-ce pas, n'ont pas joué pleinement le rôle d'avocat, le rôle que l'avocat doit jouer en tant que garde des Sceaux, en tant que ministre de la Justice, en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne crois pas que ces avocats-là ont bien joué ce rôle-là. Et je crois même, lorsque vous allez chez des magistrats, la première chose qu'ils vous disent, lorsque vous trouvez que la justice était un peu branlante, ils vous disent, mais c'est vos confrères qui sont aux affaires. Ce sont vos confrères qui sont à la tête de la maison de justice. Alors, qu'est-ce que vous dites? Allez les voir pour leur dire ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, voilà. Donc, il faut dire que ces avocats, très bien, ils ont été nommés, mais je crois qu'ils n'ont pas joué le rôle que les avocats devaient jouer, n'est-ce pas, au sein du pouvoir. C'est-à-dire montrer au pouvoir ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Conseiller le prince pour dire voilà ce qu'il faut, voilà ce que dit le droit et voilà ce que vous devez faire. C'est cela, ils ne l'ont pas fait. C'est peut-être plus facile pour moi de le dire, mais eux aussi, c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient, je dirais, dans l'opposition. Ils ne manquaient pas de critiquer, c'est pourquoi ils disaient que l'État voyou, les droits n'existaient pas au Bénin, mais l'état des droits de l'homme, avant 2016, est beaucoup plus appréciable que l'état des droits de l'homme. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Je ne suis pas le seul à le dire. Que ce soit au Bénin ou à l'étranger, tout le monde sait que ce qui ne va pas aujourd'hui au Bénin, c'est l'état des droits de l'homme. C'est l'état de la justice. Voilà, donc c'est cela. Donc maintenant, ça, c'est les deux premiers avocats. Et je le dis encore, je répète, qu'ils n'ont pas joué le rôle d'avocat. Elles ont joué le rôle de mouton bêlant, le rôle de béni oui-oui à l'exécutif. Alors le nouveau, c'est vrai qu'il allait beaucoup plus fin. Il allait beaucoup plus fin. Et il y a quelque chose quand même
que je dis, c'est quelqu'un qui a fait des études à l'étranger. Je crois que ça aussi, ça joue, surtout dans le domaine des droits de l'homme. Ce n'est pas possible que vous ayez fait vos études, par exemple, en France. Je crois que c'est celui qui est là, je crois qu'il a fait une bonne partie de ses études en France. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais le fait de voir ailleurs comment se déroule le droit de l'homme, comment c'est rentré dans les mœurs, et lorsque vous venez chez vous, je crois que vous avez quand même une marque, n'est-ce pas, de pouvoir appliquer chez nous comment cela se passe ailleurs. Alors, ceux qui, malheureusement, encore une fois, je ne dis pas ça pour acclamer ceux qui font les études en France, non, mais ils ont une exemplarité, ils ont eu un exemple, et ils ont vu ce qui se passait ailleurs, et je crois que celui qui est là maintenant, fort de cette expérience, il a été aussi bâtonnier. Il a été bâtonnier, ça veut dire qu'il a dirigé des avocats. Et lorsque vous dirigez des avocats, nous avons une déontologie quand même qui dit ce que l'avocat doit être. Notre déontologie n'a jamais dit que l'avocat doit être dépendant du pouvoir exécutif. Au contraire, le serment que nous prêtons dit toujours que c'est l'indépendance, le premier principe de l'avocat. Nous devons être indépendants vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des pouvoirs. L'avocat doit être quelqu'un d'indépendant. Et j'espère que le bâtonnier de Tchénou montrera justement l'exemple, n'est-ce pas, de ce que peut être un avocat garde des Sceaux, un avocat ministre de la Justice, un avocat qui garde les droits de l'homme, qui est aussi ministre des droits de l'homme. Et là, je crois que c'est une fonction noble de l'avocat et que le nouveau, enfin, on prie pour que le nouveau garde des Sceaux, n'est-ce pas, puisse venir démentir ce que les deux premiers avocats, qui étaient les conseils personnels du chef de l'État, ce qu'ils ont fait. J'espère que le troisième viendra, non pas pour faire exactement ce qui a été fait, mais pour montrer le chemin, pour dire lorsqu'on est avocat et qu'on est à la tête, mais on est ministre, n'est-ce pas, on a des responsabilités, on ne fait pas n'importe quoi. Mitterrand, l'avocat Mitterrand, n'a pas fait n'importe quoi en France. L'avocate Madame Margaret Thatcher en Angleterre n'a pas fait n'importe quoi. L'avocat Mandela en Afrique du Sud n'a pas fait n'importe quoi. Alors c'est rare de voir des avocats qui embouchent, n'est-ce pas, la trompette de l'exécutif, qui sont, encore une fois, j'insiste, des moutons bêlants, n'est-ce pas, de l'exécutif. Permettez-moi de revenir un peu sur ceux qui sont en détention, que ce soit à Rekiat, que ce soit à Ivor, et tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les prisons, où de jour en jour, n'est-ce pas, les conditions dans les prisons sont des conditions atroces. Et je me rappelle de la lettre du doyen Ivor au ministre sortant ou sorti. Il lui disait cela, que même les pires criminels n'ont pas été traités comme on est en train de les traiter. Et pourtant, lui n'est pas criminel. Et pourtant, c'est un citoyen. Qu'est-ce qu'Ivo a fait de mal? Vouloir se présenter à l'élection présidentielle? Alors, si on ne peut pas se présenter, si on ne peut pas être candidat chez soi, on ne peut pas parler de démocratie. Il s'agit d'une autocratie qui est claire. C'est une autocratie qui montre ce qu'elle est, et qui réprime, qui met les gens en prison, qui les envoie à l'exil, etc., etc. On ne peut pas, on n'a jamais vu ça depuis 30 ans. Ça nous rappelle Kérékou 1, où les gens sont partis en exil, effectivement, où Kérékou 1 tirait sur nous, à l'université, un peu partout. Voilà, c'est ça que ça nous rappelle. Ce n'était pas la démocratie. On n'a dit plus jamais ça. C'est ce qu'on s'est dit en 90, 89, 90. Plus jamais ça. Et aujourd'hui, nous retombons encore, c'est comme si nous étions maudits, nous retombons encore dans la situation d'avant 30 ans. Je ne dis même pas 2016, parce que depuis 90 jusqu'à 2016,
Mais on ne peut pas dire que la démocratie n'a pas été respectée au Bénin. Hein, on a eu tout. On a eu alors, les débats. C'est ça la démocratie. On a eu des débats, on a eu, je dirais, tout ce qui peut faire avancer, n'est-ce pas, ce pays-là de façon démocratique. En tout cas, on s'exerçait, mais on montait, même si il arrive peut-être de glisser, mais on ne tombait pas. La démocratie, c'est un État, hein, qu'on n'approche pas. Disons que c'est un horizon qu'on essaie d'atteindre. Parfois, ça peut être un mirage. Mais quand même, ce mirage, on a les yeux droits sur le mirage. Aujourd'hui, il n'y a même plus de mirage. Le mirage s'est effacé. Hein, vous regardez devant vous, vous ne voyez même pas de mirage. Avant, nous avions ce mirage au moins de démocratie. On voyait la démocratie devant, hein, comme dans le désert, on voit des mirages. On se dit, ça là, c'est là-bas, on va atteindre. Maintenant, ça s'est effacé. Le mirage s'est effacé. Il n'y a plus de mirage. Alors, vous voyez, c'est dans cela que nous sommes. Il n'y a plus de démocratie au Bénin, ça, il faut dire la vérité. Nous sommes dans un État, dans un régime autocratique, qui dit son nom d'ailleurs, qui n'hésite pas à tirer sur les citoyens, hein, qui abroge tout ce qui peut apporter la paix. Bon, évidemment, on vous dit que c'est économique, c'est pour des motifs économiques, que même si la démocratie n'existe pas, mais au moins la démocratie économique existe. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que je sois aujourd'hui plus riche que je l'étais avant 2016. Je ne crois pas du tout cela. Au contraire, hein, je crois que la misère s'abat beaucoup plus encore sur le Bénin. C'est vrai, on peut parler des contingences internationales, il y a la guerre par-ci, en Ukraine, il y a ceci, cela. Bon, c'est possible. Hein, mais malgré cela, les gens se battent partout pour que l'économique, n'est-ce pas, puisse suivre, hein, la démocratie. Alors au Bénin, on nous dit que oui, bon, la démocratie, c'est pas la peine, hein, tant que l'économie... Et alors on sort des chiffres à tout bout de champ. Des chiffres à tout bout de champ, que oui, voilà, l'économie béninoise est la première dans la sous-région, nous sommes premiers, ceci, nous sommes premiers. Or le chômage, ça n'existe pas au Bénin. Oh non, comment? Il y a 2% de chômage, c'est tout. Alors en France, c'est déjà plus que ça. Nous sommes bien partout. L'électricité, oh là là, c'est mieux qu'en Chine. C'est ça l'économie dont on nous parle. Mais dans la réalité, il faut sortir pour voir ce qui se passe. Hein? Les Béninois sont beaucoup plus pauvres qu'en 2016. Je ne sais pas de quelle richesse on nous parle. Peut-être la richesse d'une minorité sur une majorité. Et là, ce n'est pas la démocratie non plus. La démocratie, c'est la loi de la majorité, disent les Européens, sur les minorités. C'est-à-dire, on fait tout pour qu'une majorité soit à l'aise. Or, ce n'est pas le cas au Bénin, ni économiquement, ni sur le plan démocratique. Donc, ni la démocratie économique, ni la démocratie, je dirais, judiciaire, aucune des deux démocraties, n'est-ce pas, n'est aujourd'hui à l'ordre du jour au Bénin. Je dirais à la jeunesse béninoise que de ne pas se laisser, n'est-ce pas, tromper. Hein, évidemment, je comprends, la jeunesse béninoise est beaucoup dans le chômage, beaucoup n'ont pas de quoi vivre, etc. Et donc, cette jeunesse, n'est-ce pas, peut de temps en temps être tentée, n'est-ce pas, de faire du n'importe quoi, d'aller vers le crime. Hein, tous ces jeunes qu'on voit, qui sont gaïmans, etc., etc., c'est parce que justement, ils n'ont pas d'avenir. Et il faut dire à cette jeunesse que ce n'est pas en faisant cela, ce n'est pas en tentant de faire ce qu'ils font que le Bénin va évoluer. Au contraire, il faut que cette jeunesse, n'est-ce pas, pense que l'avenir est à elle et qu'elle doit travailler, hein, sur des valeurs, hein, pour que le Bénin, n'est-ce pas, cet ancien quartier latin de l'Afrique, n'est-ce pas, continue à faire rêver et les Béninois et d'autres Africains, n'est-ce pas, comme cela se passe au Sénégal actuellement. Et nous voyons comment la jeunesse sénégalaise, n'est-ce pas, s'arc-boute, n'est-ce pas, et lutte pour son avenir. Pas seulement le Sénégal, nous avons vu ça au Burkina Faso, partout, de plus en plus en Afrique. Il faut que la jeunesse béninoise aussi commence par s'éveiller,
elle était éveillée sous Kérékou 1. Hein, beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui étaient jeunes à l'époque, se sont retrouvés à Segbana, se sont retrouvés dans les geôles, n'est-ce pas, de Kérékou, et ils ont continué à lutter. C'est vrai que cette lutte-là, parfois, nous laisse dans l'impasse. Beaucoup ont été dans l'impasse, mais ce n'est pas une raison. La réalité n'épuise pas le sens de la vie. La vie a un sens qui est beaucoup plus au-delà de la réalité. La jeunesse doit comprendre cela, hein, qu'elle doit travailler pour mériter ce rêve, pour mériter, n'est-ce pas, que le Bénin soit ce que tout le monde veut qu'il soit. C'est-à-dire un pays, hein, de paix, un pays de justice, n'est-ce pas, de fraternité. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et l'avenir n'est pas du tout clair. Hein, l'avenir n'est pas du tout clair. En 90, oui, on avait dit que nous avons vaincu la fatalité. En 2023, la fatalité est toujours là. Nous ne l'avons pas vaincue.